Bonjour mes chers amis québécois, français et autres francophones d'ailleurs dans le monde. Dans cette vidéo, vous aurez la chance de découvrir l'entièreté de mon DVD méconnu qui explique l'alimentation rajeunissante. J'ai produit ce DVD à l'automne 2007 dans la région des Laurentides et de Laval au Québec. L'alimentation rajeunissante continue d'être le meilleur outil que je connaisse pour guérir naturellement des maladies chroniques et des maladies que l'on dit incurables. Sachez par contre que la situation alimentaire s'est grandement détériorée depuis que je me suis guéri avec l'alimentation rajeunissante en 2004. Les aliments sont aujourd'hui hautement contaminés et pollués de diverses substances dont je discute plus en détail dans mes vidéos récentes sur ma chaîne YouTube ou dans mon plus récent livre « Pourquoi devient-on malade ?». Je vous invite à consulter ces informations complémentaires si vous désirez utiliser l'alimentation rajeunissante d'une manière sérieuse pour améliorer votre santé. Le but de ce DVD est de résumer quelques grandes lignes de mon premier livre, Le guide alimentaire rajeunissant. Les gens qui désirent obtenir une copie numérique gratuite de ce livre pourront visiter mon site www.alainpaquette.com ou bien www.alimentationrajeunissante.com. Ceux qui désirent acheter une copie physique peuvent me contacter, il m'en reste quelques copies, ou se rendre au magasin d'aliments naturels La Moisson à Sainte-Thérèse, à 20 minutes au nord de Montréal. Cette vidéo ainsi que mon guide alimentaire rajeunissant ont été placés sous une licence Creative Commons par moi-même récemment. Et donc la licence se décrit comme suit. C'est une licence CC BY ND 4.0. Attribution, aucun produit dérivé, international. Cette licence vous indique que vous pouvez partager et copier mon DVD sur l'alimentation rajeunissante ainsi que mon guide alimentaire rajeunissant. Vous pouvez redistribuer ce matériel sous tous les médiums à votre disposition dans n'importe quel langage, pour n'importe quel usage, même commercial. Et en tant que licencié de cette licence, en tant que propriétaire de cette licence, je ne peux vous enlever ces droits dans n'importe quel futur. Donc je vous invite à télécharger cette vidéo et à la partager sur Facebook puisque je n'ai pas de compte Facebook, sur YouTube ou à vos amis directement. Les gens qui désirent traduire mon guide alimentaire rajeunissant dans d'autres langues devraient me contacter afin que je sois informé de votre intention et peut-être vous aider dans cette démarche, voir un peu comment les choses avancent. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Voici mon histoire. En janvier 2003, j'ai dû abandonner mes études universitaires en sciences car ma santé ne cessait de se détériorer. À cette époque, je vivais en appartement à Montréal et j'adhérais encore aux tendances nord-américaines en matière d'alimentation et de mode de vie. Rapidement devenu incapable d'effectuer la moindre activité, j'en étais arrivé à dormir plus de 20 heures par jour pour obtenir un minimum de bien-être. Cette situation m'a contraint à retourner vivre chez mes parents qui habitent à la campagne. Longtemps, j'ai butiné d'un médecin à l'autre en espérant trouver un remède à ma condition qui pourtant ne cessait d'empirer. Au bout de 18 mois d'errance, je peux dire que j'ai frôlé la mort. Je souffrais alors du syndrome d'hypersensibilité chimique, de graves troubles du foie, d'infections chroniques et de bien d'autres malaises que les médecins consultés n'arrivaient pas à comprendre. Chaque souffle représentait un effort. Je n'éliminais plus, je ne mangeais plus, je me sentais mort et mon corps déréglé me faisait clairement comprendre que la fin était proche. Mais la détermination d'un homme est une force dont on ne soupçonne pas la portée. Je ne voulais pas mourir si jeune. J'avais des rêves et de ce fait, j'ai entrepris des lectures sur les moyens de préserver ou de recouvrer la santé à l'aide de l'alimentation. Le 21 juin 2004, jour de mon 21e anniversaire, ma vie s'est transformée. C'est à ce moment que j'ai décidé de me faire le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir, prendre soin de mon corps.
En fait, je me suis fait une promesse. Ne plus jamais hésiter à faire les compromis nécessaires afin de favoriser mon retour à l'état de santé. Ce qui impliquait, et je le savais, non seulement de ne plus consommer d'aliments nocifs qui sont facilement identifiables, mais en plus d'adopter un mode de vie qui optimiserait mes efforts et accélérerait ma guérison. Dans cette vidéo, je vous offre le fruit des expériences alimentaires qui m'ont amené à découvrir l'alimentation rajeunissante. Celle-ci allait graduellement me permettre de survivre, mais plus étonnant encore, de guérir ce qui semblait incurable aux yeux de tous. Bienvenue dans ce DVD qui va vous parler de l'alimentation rajeunissante qui m'a sauvé la vie. J'aimerais d'abord, en introduction, vous expliquer un peu comment va se dérouler ce DVD, afin vraiment que vous puissiez anticiper ce qui s'en vient. Le cœur du DVD se divise en 3 sections. Une section qui se nomme le guide alimentaire rajeunissant. Ensuite, les techniques de préparation rajeunissante. Et en terminant, cuisiner avec l'alimentation rajeunissante. Donc, nous couvrirons dans ces 3 sections l'ensemble des informations dont vous avez besoin si vous voulez expérimenter chez vous l'alimentation rajeunissante. Dans la première section, le guide alimentaire rajeunissant, je vais vraiment vous expliquer en détail les 5 grandes familles de l'alimentation rajeunissante et je vais vous présenter les principaux aliments vedettes qui m'ont permis de guérir mon corps. Dans la deuxième section, les techniques de préparation rajeunissante, dans celle-ci, je vais vous montrer comment effectuer des germinaisons, des jeunes pousses et comment effectuer la pré-germinaison des noix. Et nous étudierons aussi quelques autres informations qui peuvent être utiles pour rajeunir le corps. Dans une troisième partie, cuisiner avec l'alimentation rajeunissante, nous fabriquerons des déjeuners, des dîners et des soupers rajeunissants afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur comment construire un repas totalement rajeunissant et qui respecte l'ensemble des règles de l'alimentation rajeunissante. Donc, je vous souhaite bon visionnement. Pour débuter ce DVD, j'aimerais vous parler des principaux déséquilibres de l'alimentation nord-américaine que j'ai dû apprendre à combattre afin de construire l'alimentation rajeunissante. Donc, j'ai trouvé 10 déséquilibres à l'alimentation nord-américaine qui doivent être compensés par l'alimentation rajeunissante. Je vais vous les énumérer puis vous les détailler afin de vous faire voir l'ampleur des bénéfices associés à l'alimentation rajeunissante et aussi les méfaits de l'alimentation nord-américaine. Afin de compléter les informations contenues dans ce DVD, des vidéos bonus sont accessibles à partir de mon site web. Par exemple, des 10 déséquilibres de l'alimentation nord-américaine que j'ai pu déceler, 5 sont décrits dans ce DVD et 5 autres dans une vidéo complémentaire accessible à partir de mon site web. Cela étant dit, les 5 déséquilibres qui apparaîtront en vert sur votre écran sont aussi des éléments importants à prendre en considération pour rajeunir le corps. Mais, pour des raisons techniques, entre autres écourter la durée de ce vidéo, ils ont été disposés sur Internet. Je vais quand même prendre le temps de bien vous les lire. Le deuxième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine est le fait que c'est une alimentation qui est trop riche en sodium et trop faible en potassium. Le quatrième déséquilibre est le fait que l'alimentation moderne est trop riche en aliments à indice glycémique élevé, dont les sucres simples et les produits raffinés. Le cinquième déséquilibre est le fait que l'alimentation moderne est trop riche en féculents et trop faible en protéines entières et en bons gras. Le septième déséquilibre est le fait que l'alimentation moderne est surabondante. Le neuvième déséquilibre est le fait que l'alimentation moderne est trop riche en protéines de source animale et est dénuée de protéines entières végétales. Étudions maintenant les 5 déséquilibres présents sur ce DVD. Donc pour commencer, le premier déséquilibre, c'est le fait que l'alimentation moderne est trop riche en gras oméga 6 et trop faible en gras oméga 3. Nous consommons aussi beaucoup de margarine et de produits composés d'huile de soya, de tournesol et de maïs. Donc ces 3 huiles-là, c'est des huiles très riches en oméga 6. C'est les principales huiles utilisées dans beaucoup de produits comme les croustilles, les craquelins, les fritures, les margarines. Donc, pour restaurer l'équilibre de cette surconsommation d'oméga 6, nous devons d'une part diminuer nos apports en oméga 6 et augmenter nos apports en oméga 3.
Pour ce faire, il faut absolument apprendre à découvrir de nouveaux aliments. La plupart des gens savent que l'oméga 3 se retrouve dans le poisson. Par contre, ce que les gens oublient souvent comme détail, c'est qu'il faut manger du poisson sauvage. Si on ne mange pas le poisson sauvage et on mange les poissons de culture, les niveaux d'oméga 3 ne sont pas garantis. Donc, il y a d'une part les poissons sauvages qui peuvent augmenter notre apport en oméga 3, mais il y a aussi plusieurs aliments que les gens ne consomment pas vraiment. Comme par exemple, il y aurait la graine de chanvre, c'est un indispensable qui contient beaucoup d'oméga 3. Il y aurait la graine de lin qui contient des oméga 3 aussi en grande quantité. Il y aurait la graine de la noix de Grenoble, la noix de macadam et quelques autres noix et graines contiennent des quantités appréciables d'oméga 3. Donc, c'est important d'intégrer ces nouvelles sources d'oméga 3 à notre alimentation et de graduellement, le plus rapidement possible, couper les oméga 6, ce qui aiderait à retrouver le ratio de nos origines alimentaires à l'époque paléolithique, où l'homme consommait environ 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, tandis qu'aujourd'hui, il peut consommer 20-40 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ce qui est dommageable pour la santé. Donc ça, c'était le premier déséquilibre. Donc le troisième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine, c'est le fait que c'est une alimentation qui est très acide, donc riche en aliments acides et en acidifiants de toutes parts, et qui ne laisse aucune place aux aliments alcalins, donc aptes à combattre l'acidité. Comme par exemple de grands acidifiants qui sont largement consommés seraient les sauces tomates, les jus, les sucres, toutes sortes de sucres, les vinaigres, toutes les marinades, les produits laitiers, les produits de blé. Donc ça, c'est environ les plus grands acidifiants. Évidemment, il y aurait le café, le stress qui pourrait aussi rentrer dans l'acide, le manque de repos, la pollution aussi qui engendre de l'acide. Mais disons, au niveau alimentaire, on a vraiment beaucoup d'acidifiants qui constituent la base de nos menus. Donc évidemment, une alimentation qui est trop acide engendre un déséquilibre dans l'organisme. L'organisme, lui, doit contrôler son acidité afin que le sang demeure toujours neutre. Le pH du sang doit demeurer neutre. Et c'est très, très strict. L'organisme n'a pas beaucoup de latitude. Donc, ce qui se produit souvent, c'est que quand on mange beaucoup acide, très acide, notre corps se doit de libérer nos réserves en minéraux alcalins. Donc, les réserves contenues dans les muscles et dans les os, en minéraux alcalins, qui sont le magnésium, le calcium, par exemple. Donc, ce qui se produit, c'est que notre corps épuise ses réserves en minéraux alcalins pour neutraliser les quantités d'acide que nous consommons. Donc, la suracidification de la population mène aux troubles nord-américains tels que l'arthrite, les rhumatismes, l'eczéma, le psoriasis, toutes les maladies aussi telles que l'ostéoporose par exemple. Évidemment, l'ostéoporose, c'est un affaiblissement de nos os. Donc, les os étant la principale réserve en magnésium, calcium du corps, c'est que le corps, finalement, a essayé de neutraliser l'acide. Il l'a neutralisé, il a trop puisé dans ses réserves, puis il les a affaiblis à un niveau où ils deviennent très fragiles. Donc, l'alimentation rajeunissante, pour compenser les déséquilibres d'acidité, va vraiment aller valoriser des nouveaux aliments antiacides. Et c'est une grande partie de l'alimentation rajeunissante. Ce sera indispensable d'ajouter des aliments antiacides à votre menu. Donc, évidemment, on va avoir les céréales entières à étudier. On va avoir aussi d'autres sortes de grains, tels les noix et les graines. Par exemple, la graine de sésame, qui est l'aliment le plus riche en calcium qu'on peut se procurer. Et puis, il va falloir couper les acidifiants, tels les produits laitiers, le blé, le café, et puis les sauces, les jus, les sucres à assimilation rapide principalement. Le sixième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine est le fait que c'est une alimentation qui est extrêmement faible en antioxydants. Si on regarde, comme je vous disais tantôt, ce que les gens consomment dans une journée nord-américaine, on parle de viande, on parle de produits laitiers et on parle de produits farineux la plupart du temps. Donc, c'est pas parce qu'on prend une pomme le matin qu'on a donné à notre corps suffisamment d'antioxydants. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans une réalité où il y a beaucoup de pollution qui nous entoure. Donc, il y a toute cette réalité qui crée un stress oxydatif sur notre organisme, en plus du mode de vie extrêmement stressant et perturbé que l'on applique aujourd'hui, que l'on adopte aujourd'hui. Donc, il faut aller chercher des quantités monumentales d'antioxydants, car le but, encore une fois, c'est vraiment de rajeunir le corps et non seulement l'entretenir. Donc, pour ce faire, pour aller chercher vraiment les quantités d'antioxydants suffisantes, vous devez absolument transformer votre alimentation pour que chaque élément vous apporte de grandes quantités d'antioxydants. Donc, le huitième déséquilibre de l'alimentation nord-américaine,
c'est le fait que c'est une alimentation qui est très riche en mauvais gras. Tantôt, je vous ai parlé de l'oméga 6 qui était surconsommé. Mais il y a aussi un autre problème qui est la surconsommation de gras saturés et de gras trans. Donc évidemment, cela découle naturellement de l'alimentation nord-américaine. On consomme tellement de produits laitiers et de viande pour aller chercher nos protéines parce qu'on ne consomme aucune protéine végétale qui ont de l'allure. Ça fait que le problème est colossal parce que les produits animaux nous apportent souvent des gras saturés et du cholestérol, ce qui mène par la suite à des troubles de santé, comme par exemple les maladies coronariennes. Parce que le cholestérol, les gras saturés peuvent vraiment aller former des plaques dans les vaisseaux sanguins et graduellement les obstruer. D'une autre part, nous avons le gras trans qui est excessivement présent encore aujourd'hui, même s'il y a plein de produits qui affichent zéro gras trans. Moi, je vous assure qu'il ne faut pas se fier aux compagnies à l'aveuglette. Il y a même des législations, comme au Canada, une législation qui permet aux industries de mettre la mention zéro gras trans, même si leur produit contient 0,2 g de gras trans par portion. Et encore là, évidemment, il y a une latitude. Je ne crois pas qu'un produit qui contiendrait 0,4 g de gras trans par portion ferait la une de tous les journaux demain matin, là. Donc, les compagnies, évidemment, se jouent un peu de nous et nous affirment qu'il n'y a plus de gras trans, mais en fait, c'est totalement faux. Il y a encore beaucoup de gras trans dans l'alimentation nord-américaine et le gras trans peut se créer lors de friture, n'importe quel restaurant. Ils nous disent on n'utilise plus d'huile hydrogénée. Mais ce qui se produit, c'est que si leur huile qu'ils utilisent pour la friture augmente en haut de 375 degrés Fahrenheit, il y a des gras trans automatiquement qui se produisent parce que l'huile est hydrogénée par l'action de la chaleur et donc elle se transforme en gras trans en partie. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a plus de gras trans. Les gras trans sont présents et sont extrêmement nocifs pour la santé. C'est un des pires tueurs cardiovasculaires qui existent. Donc, vous devez absolument les mettre de côté. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, nous, notre objectif avec l'alimentation rajeunissante, c'est d'aller compenser notre consommation passée de gras trans et de gras saturés qui ont formé des plaques dans nos artères, qui ont détruit notre santé cardiovasculaire, et vraiment aller déloger ces gras-là. Puis pour ce faire, c'est vraiment la vitaminule, le secret par excellence de l'alimentation rajeunissante. Mais là, je parle de vitamines naturelles issues d'aliments végétaux. Comme par exemple les jaunes d'œufs contiennent une certaine quantité de vitamine E. Mais oubliez ça, c'est pas rajeunissant, pas du tout. Il faut absolument se diriger vers les huiles de grains riches en vitamine E. Donc s'assurer de consommer les aliments entiers pour qu'il y ait le germe. Aussi, il ne faut pas oublier les noix, qui sont la principale source de vitamine E connue du grand public, et consommer. Donc, il faut aller consommer des noix qui sont crues, évidemment, et avec les techniques que je vais vous présenter, évidemment, qui vont pouvoir aller régénérer les capacités purificatoires et la richesse en vitamine E des noix défraîchies qu'on nous vend sur le marché. Donc, ça, c'est vraiment une partie importante de l'alimentation rajeunissante, axée sur les aliments riches en vitamine E et riche en oméga 3, deux éléments indispensables pour déloger les plaques graisseuses acquises au fil des années par une consommation excessive de gras saturés, cholestérol et gras trans. Et puis le dixième déséquilibre, qui est un déséquilibre très important, le dixième mais non le moindre, c'est le fait que l'alimentation nord-américaine abuse du blé. Et ça, c'est extrêmement grave pour la santé publique. Les gens consomment du blé 1, 2, 3 fois par jour, souvent 3 fois par jour, tout au long de leur vie. Et le plus aberrant dans tout ça, c'est que lorsque je parle aux gens et je leur demande « Est-ce que vous avez de la diversité alimentaire dans votre alimentation? » Ils me répondent tous « Oui, j'en ai. » Ensuite, je leur demande de marquer sur un bout de papier ce qu'ils ont mangé au cours de la journée ou de la semaine. Et rapidement, on peut constater que les gens, le matin, ils vont consommer un produit fait à base de blé. Donc, un muffin, un bagel, une rôtie, une crêpe, une gaufre, des céréales pour déjeuner. Donc, les gens consomment énormément de blé au déjeuner. Ensuite de ça, arrive le midi. Le midi, encore une fois, plusieurs aliments construits de blé, donc les sandwichs, les sous-marins, les pâtes. Souvent, il peut y avoir des pâtes. Des gens mangent les pâtes le midi. Encore une fois, des pains. Donc, encore une fois, une grande source de blé ou de céréales riches en gluten. Parce qu'en fait, c'est le gluten qu'il faut essayer de limiter, là.
le blé est principalement composé de gluten. Donc évidemment, en le surconsommant, on étouffe un peu notre organisme au gluten. Mais le problème est toujours le même, c'est que pour conserver la pureté d'un organisme, il faut absolument avoir une grande diversité alimentaire et éviter de surconsommer un type d'aliment. Donc je vous apprends aujourd'hui que vous avez surconsommé du blé toute votre vie. Si vous voulez réussir à purifier votre organisme de cette accumulation de blé, il sera vraiment important de couper les céréales qui sont riches en gluten. Donc ça veut dire l'orge, le blé, l'avoine, la plupart des céréales qui sont consommées par les gens. Vous allez voir, ils sont toutes énumérées dans le guide alimentaire rajeunissant. Donc dans l'alimentation rajeunissante, vous verrez que les céréales riches en gluten sont très peu valorisées et que nous allons vraiment aller chercher les grains qui ne contiennent pas de gluten, des grains nouveaux qui nous offrent à la fois d'autres propriétés rajeunissantes. Donc, j'ai fait le tour des 10 déséquilibres principaux. S'il y en a d'autres, c'est évident. J'aurais pu vous parler de la richesse en fibres de l'alimentation rajeunissante comparativement à la faiblesse en fibres de l'alimentation nord-américaine, ou bien la richesse en zinc, ou bien la richesse en différents oligo-éléments, qui sont finalement un paquet de secrets qui proviennent d'une alimentation équilibrée construite sur des aliments entiers. Donc, il est maintenant temps d'étudier le guide alimentaire rajeunissant. Et j'espère que vous apprécierez la découverte de cet univers alimentaire merveilleux que la Terre a à nous offrir. Le guide alimentaire rajeunissant est une section de référence dans laquelle je décris les vertus rajeunissantes des principaux aliments disponibles sur le marché. L'alimentation rajeunissante se divise en 5 familles que nous étudierons dans l'ordre suivant. D'abord, nous examinerons les céréales entières. Ensuite, nous passerons aux légumineuses, noix, graines et huiles de première pression à froid. Puis nous nous tournerons vers les fruits et légumes, pour terminer enfin par l'exploration des viandes et produits de la mer. Notez bien que la plupart des familles se divisent par la suite en 3 sous-classements: les essentiels, les tolérables et celles à limiter ou à éviter selon le cas. Cette répartition a pour but de classer les aliments en fonction de leur valeur rajeunissante. Les essentiels sont, d'après mes expérimentations, les aliments dont les vertus rajeunissantes sont les plus vastes et les mieux équilibrées. La première céréale essentielle que j'aimerais vous présenter est le seigle. Même si le seigle est un cousin du blé, il est beaucoup plus riche en vitamine E que ce dernier. Il est également plus nutritif et contient moins de gluten. Il doit absolument être consommé bien frais pour s'intégrer à l'alimentation rajeunissante. Il est disponible sous 3 formes: les grains entiers qui serviront à réaliser les germinations, les flocons de seigle avec lesquels on réalisera le gruyot du matin et le pain de céréales germé, fabriqué avec des techniques similaires à celles qu'utilisaient les Égyptiens il y a plus de 2000 ans. Ce type de pain nous offre les avantages exclusifs du grain germé et possède un goût naturel légèrement sucré. La seconde céréale rajeunissante s'est avérée une alliée indispensable pour rajeunir mon corps. En effet, le millet m'a permis d'éliminer des quantités monumentales d'acide accumulés dans mon organisme. Il est très digeste et sa richesse en silice est un atout pour les articulations. En plus, il ne contient aucun gluten et possède une quantité respectable de protéines. Il est donc à intégrer à nos menus plusieurs fois par semaine. Le teff est un grain méconnu du grand public. Je l'ai découvert par hasard dans une boutique d'aliments naturels. Il serait originaire d'Afrique. Il possède de nombreux avantages rajeunissants. D'abord, il est riche en vitamine E. C'est un antiacide puissant et chaque portion consommée nous apporte 10 % de l'apport quotidien recommandé en calcium, ce qui est considérable. Il est aussi riche en protéines et en fer et il ne contient pas de gluten. Maintenant, parlons du sarrasin. Malgré le fait que cette céréale était fortement appréciée par nos ancêtres, sa consommation est pratiquement désuète aujourd'hui. Pourtant, elle possède des avantages incroyables pour rajeunir notre corps. Elle est très riche en protéines, sa richesse en magnésium lui confère des vertus antiacides, et en plus, elle ne contient aucun gluten. Le dernier grain de céréales essentiel à l'alimentation rajeunissante est le riz.
Mais je tiens à dire que le riz blanc raffiné consommé par la majorité d'entre nous est à éviter car il est appauvri en minéraux, en fibres et en vitamine E. Privilégiez les riz plus entiers tels que le riz brun basmati ou jasmin, mais l'idéal reste les grains entiers, donc le vrai riz brun avec son et germe. Évidemment, ce type de riz est un peu plus long à cuire, mais il vous offre tous les avantages rajeunissants du riz. Un grain antiacide, riche en vitamine E et sans gluten. Par contre, retenez bien que le riz est une céréale faible en protéines. J'aimerais maintenant vous parler du quinoa. J'ai longtemps hésité avant de classer cette céréale dans la catégorie des tolérables, car au début de ma purification, j'avoue avoir eu de mauvaises expériences avec ce grain. Tout de même, il n'en reste pas moins que le quinoa ne contient pas de gluten, ce qui constitue son principal avantage. Malgré le fait qu'il soit très nutritif, il semble contenir une toxine qui risque de surcharger les organismes affaiblis ou malades. Sachez que ce grain est naturellement recouvert d'une saponine au goût amer et qu'il doit donc être toujours bien rincé avant d'être consommé. Dans l'alimentation rajeunissante, le quinoa est une céréale optionnelle que l'on peut utiliser de temps à autre pour diversifier notre menu. Le second grain tolérable est le riz sauvage. Le riz sauvage est pratique lorsqu'on l'utilise en petite quantité pour compléter nos repas à base de riz traditionnel. Pourvu de vitamine E et d'iode, il complète très bien les riz basmati ou jasmin vu le fait qu'il est plus riche en protéines que ces derniers. En plus, il ne contient aucun gluten. Il est à utiliser avec modération et il est parfois difficile à dénicher suffisamment frais pour qu'il vaille la peine d'être consommé. La prochaine céréale, elle, est très riche en gluten. Il s'agit de l'avoine. Cette céréale est classée dans les tolérables car elle renferme un puissant antioxydant qui la protège contre le rancissement et dont j'ai pu percevoir les bienfaits sur la santé. Toutefois, utilisez-la avec parcimonie et modération. Lorsque j'étais très malade, je préférais éviter toutes les céréales riches en gluten. Ce n'est qu'après avoir observé une nette amélioration de ma santé que j'ai réintégré de façon passagère de légères quantités d'avoine à mon alimentation. Notez aussi que l'avoine devient très acide une fois défraîchie. Pour ce qui est de l'épeautre, qui est en fait une ancienne variété de blé, je dirais qu'il faut s'en méfier, car cette céréale est elle aussi riche en gluten. Si vous désirez la consommer en petite quantité, optez pour les pains de céréales germés, car ils contiennent naturellement moins de gluten que l'épeautre non germés. Vous gagnerez énormément à remplacer vos pains traditionnels par ces pains de céréales germés, car ils ne contiennent aucun sel, aucune levure, aucun vinaigre et offrent tous les bienfaits du grain entier. C'est exclusivement sous cette forme que l'épeautre devient un grain tolérable dans l'alimentation rajeunissante. N'oublions pas l'amarante, qui est un grain très antiacide. S'il est utilisé en faible quantité, il nous permet d'agrémenter la consommation d'autres céréales telles que le riz ou le millet. En fait, ce grain est très alcalin. Il contient du calcium et du fer en grande quantité. Par contre, il semblerait qu'il puisse entraîner une surcharge. C'est pourquoi je crois qu'il est à utiliser avec grande modération. Ne nous attardons pas trop sur les céréales à éviter, mais mentionnons-les quand même. L'orge est une céréale qui ne serait pas si mauvaise en soi si elle n'était pas si riche en gluten. Retenez que son principal avantage est le fait qu'elle est antiacide. Le maïs est à éviter absolument, car il est très riche en oméga 6, ce gras dont le consommateur est gavé dans l'alimentation nord-américaine. En plus, il est très calorique et relativement faible en protéines. Les techniques de production qui lui sont associées font usage de puissants pesticides pour enrayer les vers qui peuvent s'y loger, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai remarqué qu'il était complètement saturé de résidus de pesticides et pas simplement difficile à assimiler par le foie. Sachez aussi que le maïs est une culture de plus en plus contaminée par les OGM. Je terminerai par le blé, cette céréale surconsommée, très riche en gluten et dont le risque de contamination aux OGM est de plus en plus important. Sa consommation doit être évitée afin de purifier le corps des excès de consommation inconsciemment réalisés dans le passé. Notez aussi que le blé est la seule céréale véritablement acidifiante parmi toutes celles que j'ai nommées. En résumé, évitez les céréales riches en gluten, telles que le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine, le camus, et utilisez le seigle avec modération. Privilégiez les céréales riches en vitamine E, telles que le riz brun, le riz noir, le teff, le riz sauvage et le seigle sous sa forme de pain de céréales germé. Remplacez votre pain traditionnel par le pain de céréales germé.
Utilisez les grains alcalins tels que le millet, le teff, le sarrasin, le riz ou bien, en plus faible quantité, l'amarante, le quinoa et l'orge. Il est maintenant temps de discuter d'une autre famille d'aliments rajeunissants très importante et indispensable à l'alimentation rajeunissante. Je parle effectivement des légumineuses qu'on appelle parfois les légumes secs. L'avantage des légumineuses, les avantages sont nombreux. En fait, ce sont le substitut idéal à la viande car elles sont riches en protéines, riches en fer et en zinc, tous des éléments qui nous sont apportés habituellement par la viande. En plus, elles nous offrent de grandes quantités d'antioxydants, une grande quantité de fibres alimentaires et souvent beaucoup de calcium, ce qui nous permet de mettre un petit peu plus de côté nos habitudes et notre dépendance aux produits laitiers pour trouver du calcium. Donc laissez-moi vous présenter un peu les légumineuses essentielles, tolérables et celles à limiter dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. L'ensemble des légumineuses essentielles de l'alimentation rajeunissante sont très agréables au goût. La première que j'aimerais vous présenter est le pois vert. Non seulement ce grain est riche en vitamine E, riche en calcium et en fer, mais il est aussi un très bon complément au millet et il possède un goût légèrement sucré qui plaira à vos enfants. Remarquez que les pois verts se vendent sous la forme de pois cassés pour une cuisson beaucoup plus rapide, ce qui est très pratique. Les pois chiches, de leur côté, sont une légumineuse au goût crémeux et délicat. En plus, ils ont l'avantage d'être antiacides, riches en calcium et de par la qualité de leurs protéines, ils complémentent bien l'ensemble des céréales entières. Les lentilles, quant à elles, sont des légumineuses très connues. Elles possèdent diverses propriétés antioxydantes, elles ont un temps de cuisson très rapide et elles constituent un bon complément aux différents types de riz. Par contre, contrairement à la majorité des légumineuses, il faut se souvenir que les lentilles sont faibles en calcium. Il en existe différentes variétés, comme par exemple les lentilles vertes, les petites lentilles rouges, ou bien mes favorites, les petites lentilles françaises Dupuis. Il est maintenant temps de discuter des légumineuses tolérables dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. En fait, je dirais que 99,9% des légumineuses sur la Terre sont tolérables dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. Évidemment, les légumineuses sont une famille gigantesque. Je vous ai déjà parlé des pois, je vous ai parlé des lentilles. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a les haricots, les doliques, les lupins. Et puis des haricots, il y en a des centaines, voire des milliers de variétés. Ce qui est important, je crois, le plus important, ce serait plutôt de valoriser les légumineuses les plus fraîches que vous êtes capable de trouver. Toutes les légumineuses vont être quand même des sources de calcium et des sources de protéines considérables, en plus de vous apporter de nombreux minéraux. Je vais vous en présenter quelques-unes qui sont plus courantes sur le marché. Comme par exemple, ici, nous avons le haricot rouge, que j'aime bien mélanger aux pois chiches, lorsque je fais des plats, la cuisson, pour la couleur. Les haricots noirs, les petites bines noires. Donc, celles-ci sont intéressantes pour leur coloration particulière. Nous avons la bine conventionnelle. Donc, elle est blanche, elle se cuit assez rapidement, riche en calcium. Et il existe plusieurs variantes de petits haricots, comme celui-ci, je crois que c'est le haricot pinto. Il y a aussi les haricots mongo. Ces petits haricots-là sont excellents pour les germinaisons. Ils ont un goût très croquant. Donc, c'est pour vous faire voir qu'il existe beaucoup de légumineuses sur le marché. Et je crois que ce sera à vous d'intégrer ce que vous pouvez trouver dans vos supermarchés. Nous sommes maintenant rendus à parler des légumineuses à éviter dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. Et en fait, évidemment, je n'ai pas essayé toutes les légumineuses qui sont disponibles sur la Terre. Donc, la seule que j'ai essayée, que je recommanderais d'éviter, ce serait le soya. Dans le cadre de l'alimentation rajeunissante, le soya n'est pas valorisé. Évidemment, vous allez peut-être être surpris de cette nouvelle, puisque vous entendez peut-être partout parler des bienfaits du soya. Moi, de mon côté, évidemment, dans mon expérience, j'ai aussi été tenté d'expérimenter les vertus rajeunissantes du soya au début de ma purification. Finalement, j'ai réalisé que c'était très perturbant pour mon organisme. Et puis, je l'ai mis de côté, le soya.
Jusqu'à ce qu'en plus de ça, je suis allé faire des recherches sur Internet, dans certains livres, et puis je me suis mis à découvrir l'envers de la médaille finalement avec le soya. Plusieurs études nous indiquent des risques pour la santé, parce qu'en fin de compte, ce qui se produit, c'est qu'en Amérique du Nord, le soya est consommé de façon crue, ce qui veut dire le tofu, le lait de soya, les fèves congelées de soya, qui sont des aliments qui sont fabriqués à partir de soya cru. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la consommation asiatique de façon traditionnelle, qui valorisait beaucoup les produits de soya fermentés, donc le miso et puis d'autres types de sauces ou de préparations qui étaient faites à partir d'un soya fermenté. Une fois la fermentation effectuée, évidemment, il y a beaucoup de composés dans le soya qui disparaissent ou qui sont neutralisés. Donc, je vous inviterai pour vous faire votre propre opinion, aller visiter le site soyonlineservice.co.nz. J'ai trouvé que ce site-là résumait très bien l'ensemble des dangers du soya concernant les risques à long terme. Par contre, c'est un site anglophone, mais vous aurez juste à aller dans Soy Danger et puis utiliser un traducteur. C'est très très simple, c'est très bien résumé, donc peut-être juste utiliser un logiciel traducteur ou un site web traducteur. Vous pourrez vraiment voir un bon résumé des dangers du soya. En résumé, les légumineuses sont riches en protéines et constituent un substitut idéal à la viande. Explorez les différentes légumineuses offertes sur le marché: haricots, lentilles, doliques, lupins, pois et fèves de toutes sortes. Le premier critère de choix est toujours la fraîcheur. N'oubliez pas, évitez le soya. À noter, vous en apprendrez davantage sur la cuisson et la préparation des légumineuses dans les sections 2 et 3 de ce DVD. Nous sommes maintenant rendus à l'étude de la troisième famille d'aliments rajeunissants. C'est une famille qui est assez large. Je l'appelle les noix, graines et huiles de première pression à froid. Cette famille a la caractéristique unique de nous offrir très peu de féculents, tout en nous offrant des protéines et des gras essentiels tels que l'oméga 3 et l'oméga 9. On sait que les gras, à quel point c'est important dans la santé, et tous les médias nous parlent beaucoup de l'oméga 3. Donc il y a les poissons, mais il y a aussi beaucoup de noix que j'aimerais vous présenter qui nous offrent d'importantes sources d'oméga 3. Sachez que les noix sont très nutritives, elles nous offrent la plupart des minéraux, de grandes quantités de vitamines E indispensables pour rajeunir le corps. Donc, apprenons à étudier les essentiels, les tolérables et celles à limiter dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. La première essentielle de cette grande famille est la graine de chanvre. Celle-ci est indispensable pour rajeunir le corps car elle présente de nombreux avantages pour notre santé. En effet, en plus d'être riche en protéines et d'être une source de vitamine E, elle nous offre aussi de grandes quantités d'oméga 3 et cela sans nous surcharger inutilement en oméga 6. Elle est donc à utiliser régulièrement, mais en quantité modérée. La seconde essentielle est l'arachide. Cela pour plusieurs raisons. Bien qu'elle soit une légumineuse, elle possède des propriétés rajeunissantes similaires à celles des noix. Elle contient de la coenzyme Q10, un puissant antioxydant, ce qui la rend très purifiante, surtout sous sa forme prégermée. En plus, elle est riche en protéines et contient de la vitamine E. Par contre, notez bien que sa richesse en oméga 6 peut devenir problématique en cas de surconsommation. Il y a beaucoup de noix tolérables dans l'alimentation rajeunissante. D'abord, la noix de cachou, qui est légèrement antiacide, riche en zinc et très nutritive. Ensuite, la pistache, qui est non seulement riche en protéines, mais qui présente également une bonne source d'acide folique et de vitamine E. Notez aussi que la pacane, qui est très faible en protéines, est en contrepartie très riche en vitamine E et en gras monoinsaturés oméga 9. Mentionnons également la graine de tournesol, qui est très riche en protéines et qui contient de la vitamine D. Par contre, vu sa richesse en oméga 6 et sa carence en oméga 3, elle doit être utilisée avec modération. Nous avons aussi l'amande, qui est antiacide, riche en protéines et qui constitue une bonne source de calcium. Elle est à utiliser avec modération à cause de sa richesse en oméga 6 et du fait qu'elle peut contenir certaines toxines liées à sa production. Passons maintenant à l'une de mes favorites, la noix de macadamia.
Celle-ci est assez difficile à trouver fraîche, mais lorsque cela est possible, n'hésitez pas à vous en procurer. Cette noix est riche en vitamine E, très antiacide et contient de l'oméga 3 en quantité appréciable sans être saturée d'oméga 6. Par contre, notez bien qu'elle est faible en protéines. Ensuite, il y a la noix de Grenoble qu'il ne faut pas négliger. Elle est riche en oméga 3 et riche en protéines. Notez qu'elle doit absolument être prégermée. En effet, de cette manière, vous éviterez de consommer la majeure partie des toxines liées à son blanchiment chimique. Ensuite, nous avons la graine de pin qui est riche en antioxydants, moyennement faible en protéines et riche en oméga 6. Elle est très facile à prégermer et elle a un goût délicieux. Discutons maintenant des noix à limiter. La première étant la noisette. Malgré le fait qu'elle soit antiacide, elle est moyennement faible en protéines et en plus, elle est difficile à prégermer. La graine de sésame est à recommander, mais, comme l'indique la rubrique à laquelle elle appartient, elle est à limiter. En petite quantité, elle ne présente que des avantages. Antiacide, elle est riche en calcium, bien pourvue en protéines et riche en vitamine E. Pour conclure, la dernière graine à limiter est la graine de lin. La graine de lin est bénéfique pour la santé, mais elle doit aussi être utilisée en petite quantité. C'est une source élevée d'oméga 3 et, en plus, elle est riche en calcium. Donc, pour conclure la section des noix, graines et huiles de première pression, j'aimerais vous parler un peu des huiles de première pression. Il y a deux huiles de première pression par excellence, essentielles dans l'alimentation rajeunissante. Ce sont l'huile d'olive et l'huile de canola. L'huile de canola qui contient un bon ratio entre oméga 6 et oméga 3, et l'huile d'olive qui est très riche en antioxydants. Donc, ces deux huiles-là seraient à intégrer à travers votre menu. En plus de ça, j'aimerais parler de quelques noix que je n'ai pas mentionnées au cours des tolérables ni des essentiels. C'est la noix de coco, la noix du Brésil et les châtaignes. Celles-ci peuvent s'intégrer dans le cadre de l'alimentation rajeunissante, bien qu'elles ne soient pas mes favorites. L'important, c'est que vous soyez capable de les trouver fraîches. Donc, retenez bien qu'avec les noix, le plus important, c'est la fraîcheur. En résumé, les noix sont à la fois une source de protéines et une façon d'obtenir des gras précieux tels que l'oméga 3. Les noix sont riches en vitamine E, la vitamine rajeunissante par excellence. Il existe des noix plus faibles en protéines, telles que les noix de macadamia, les pacanes, les châtaignes, les noix de coco et les pignons. Les noix sont pour la plupart antiacides, et plus particulièrement les noix de macadamia, les amandes, les graines de sésame, les graines de tournesol et les noix de cajou. Pour trouver des oméga 3, les noix et graines suivantes sont à utiliser: graines de lin, graines de chanvre, graines de chia, noix de Grenoble et noix de macadamia. Dans l'alimentation rajeunissante, les noix gagnent à être consommées prégermées, telles qu'enseignées dans la section 2 de ce DVD. C'est grâce à cette technique que nous pouvons augmenter notre consommation de noix sans risque pour notre santé. Nous sommes maintenant rendus à étudier une grande famille d'aliments végétaux qui est celle des fruits, légumes, fines herbes et épices. Donc cette famille d'aliments végétaux est très intéressante. Je l'ai divisée en deux sections. D'un côté, nous avons les fruits, qui sont de puissants antioxydants, qui contiennent des polyphénols, qui sont de bonnes sources de vitamine C et qui ont un goût délicieux. Mais de l'autre, nous avons les légumes, souvent plus oubliés, mais qui possèdent des fonctions thérapeutiques importantes qui agissent sur notre foie et nos reins afin d'aider l'organisme à éliminer des toxines. En plus, nous pouvons utiliser les fines herbes et les épices, qui sont des sources davantage de goût et d'antioxydants. Le premier légume essentiel de l'alimentation rajeunissante est évidemment l'ail. L'ail est le plus grand purificateur que vous puissiez consommer. C'est un excellent antioxydant qui a été indispensable pour rajeunir mon corps. Il stimule le travail des reins, il abaisse le taux de cholestérol sanguin, il fluidifie le sang. Il a une fonction capitale dans l'extraction et l'élimination des métaux lourds présents dans l'organisme, donc ceux générés par la pollution et la cigarette. Il favorise l'élimination de tout type de toxines, même celles issues d'intoxication plastique. La prochaine essentielle est la carotte. Celle-ci est une source incroyable de vitamine A. Elle est une grande amie du foie et elle tonifie celui-ci. Il est préférable de la consommer crue ou sous forme de jus réalisé à l'extracteur, et ce, quelques fois par semaine.
Ensuite, soulignons l'importance de la betterave pour rajeunir le corps. En effet, celle-ci nettoie le sang, le côlon et favorise l'élimination de toutes les toxines. Elle combat efficacement la constipation. Par contre, c'est un aliment acidifiant, mais qui doit tout de même être consommé environ une fois par semaine pour maintenir le côlon bien propre tout au long de la purification du corps. Le brocoli, de son côté, est l'un de mes favoris dans la grande famille des choux, cette famille de purificateurs indispensables. Celui-ci est une excellente source de vitamine C si on le consomme cru. Il contient de la chlorophylle, de l'acide folique, du fer et du calcium. En plus, il est riche en protéines. Son cousin le chou est tout aussi purifiant et présente en plus l'avantage d'être moins souvent produit en serre. C'est un grand purificateur qui nettoie l'estomac, le foie et le côlon. Il est une source de calcium et de puissants antioxydants. Il gagne à être consommé cru et à être choisi de culture biologique. La cuisson dissipera son goût parfois très fort provenant souvent de l'usage de pesticides. Il y a évidemment une quantité monumentale de légumes tolérables disponibles dans nos supermarchés. Concentrons-nous sur les plus accessibles. D'abord la tomate, qui renferme de puissants antioxydants. Vu son acidité, elle doit surtout être consommée durant l'été. Mon grand-père disait souvent qu'elle protège des insolations lors des chaudes journées d'été. Remarquez que certaines variétés, telles que les tomates jaunes, sont moins acides. Le défi est toujours d'en trouver qui ont poussé à l'extérieur et qui ont mûri sur le plant. Mentionnons aussi les vertus du radis pour rajeunir le corps. Bien que celui-ci tonifie le foie, il est également très acidifiant. Il reste néanmoins utile l'été pour agrémenter nos salades. Les gens très acidifiés gagneraient à l'éplucher avant de le consommer. Le navet, de son côté, possède certains avantages particuliers. Il est non seulement très riche en calcium, mais en plus, il l'est également en vitamine C lorsqu'il est cru. À noter qu'il est très peu acide. Une fois cuit, il se mélange facilement à de la purée de pommes de terre ou de carottes. Son action antioxydante s'apparente à celle de la famille des choux, bien qu'elle soit moins concentrée. Le prochain légume est un autre légume racine, le panais. Celui-ci stimule le travail des reins. C'est un puissant antioxydant qui, par contre, est acidifiant. Vous resterez surpris par son goût sucré très agréable. Évidemment, l'oignon fait partie de l'alimentation rajeunissante. Il favorise l'élimination des toxines en stimulant le travail des reins. C'est un puissant antioxydant très acidifiant lorsqu'il est cru, mais qui devient alcalin une fois bien cuit. J'affectionne particulièrement l'oignon rouge. Un autre aliment de la même famille, le poireau. Il favorise aussi le travail des reins et lorsqu'il est consommé en quantité suffisante, il aide à nettoyer le côlon. Il est à consommer surtout durant l'automne, cette saison où il est si facile de le trouver bien frais. C'est aussi un puissant antioxydant qui perd son acidité une fois bien cuit, comme l'ensemble des aliments de la famille des alliums. Les oignons verts, de leur côté, sont de légers stimulateurs rénaux utiles dans les salades ou pour agrémenter n'importe quel type de plat. Le chou rave est un légume plutôt méconnu. C'est un aliment purifiant du même ordre que ceux appartenant à la famille des choux. Un autre membre de la grande famille des choux, le chou de Bruxelles. Celui-ci possède une forte action antioxydante. Malgré tout, je vous recommande d'éviter de consommer ceux qui ont des goûts trop prononcés ou trop forts, pour des raisons que je vous exposerai en temps et lieu. Le chou-fleur, de son côté, est très doux et très alcalin. En plus, il possède de belles propriétés nutritives et antioxydantes. Il serait excellent pour le cerveau car il contient de la choline. Ensuite, remarquez comment le poivron, qui nous est offert en toutes sortes de couleurs, est pratique à utiliser surtout durant l'été. Celui-ci constitue une bonne source de vitamine C. Par contre, le défi actuel que nous rencontrons avec ce type de légumes, c'est d'en trouver qui ont poussé à l'extérieur et non en serre. Le concombre est un aliment alcalin, doux et qui stimule le travail rénal. Par contre, encore une fois, le défi est d'en trouver qui ont poussé à l'extérieur. Le céleri, de son côté, est un excellent tonifiant du foie. En plus, il contient un peu de vitamine C. Par contre, il demeure légèrement acidifiant. Pour ce qui est de la pomme de terre, ce légume souvent méprisé a tout de même sa place dans l'alimentation rajeunissante. En effet, la pomme de terre est antiacide.
En plus, elle est plus riche en protéines et en fibres alimentaires que le riz entier. Donc pourquoi s'en priver? C'est une excellente source de potassium et d'acide folique. Elle est des plus utiles aux gens qui sont très sportifs ou qui s'entraînent physiquement. J'en profite ici pour souligner le fait que ce sont les mauvais modes de cuisson utilisés pour la prêter qui la rendent souvent encrassante pour l'organisme. Évitez les fritures, les pommes de terre salées, avec gras ajouté ou qui ont été fortement rôties. Préférez-les bouillis, puis simplement mélangés à d'autres légumes racines tels que le navet ou la carotte, afin de mettre à profit leurs nombreux avantages rajeunissants. Le zucchini ou la courgette est un légume que nous devrions tous cultiver durant l'été. Celui-ci possède de belles propriétés antiacides et un goût réconfortant une fois légèrement cuit au four. La salade ou la laitue est avant tout une source de chlorophylle et d'acide folique. Elle est surtout un légume d'été, saison durant laquelle elle est plus souvent produite dans les champs et non en serre. Prenez le temps d'aller visionner la vidéo en lien avec la salade cultivée dans les champs ou en serre à partir de mon site web. L'aubergine est aussi un légume qui s'intègre bien à l'alimentation rajeunissante. Néanmoins, elle possède une certaine acidité et doit surtout être consommée durant l'été. Celle-ci favorise l'élimination des toxines par le travail rénal et, à ce qu'on dit, elle pourrait renverser les dommages passés causés par le cholestérol sur les vaisseaux sanguins. Il y a différentes variétés de courges disponibles sur le marché qui offrent plusieurs avantages pour notre santé. Je citerai par exemple la courge butternut, qui est non seulement riche en vitamines A et E, mais qui, en plus, est légèrement alcaline. Celle-ci est à utiliser avec modération en raison de sa richesse en glucides et de son goût assez sucré une fois cuite. Une autre courge très connue mais très peu consommée est la citrouille. En fait, la chair de la citrouille est non seulement comestible et délicieuse, mais en plus, elle est très rajeunissante car elle contient de la vitamine A et E. Celle-ci est excellente cuite en purée, mélangée avec des pommes. Les baies sont des aliments indispensables à l'alimentation rajeunissante. Nous n'avons qu'à penser aux fraises, framboises, mûres, cassis, bleuets et à l'ensemble des autres baies disponibles sur le marché. Elles possèdent toutes des propriétés rajeunissantes similaires. Ce sont de bonnes sources d'antioxydants et de vitamine C. Par contre, si nous nous attardons sur la fraise, nous remarquons que celle-ci est de plus en plus contaminée par les nombreux produits chimiques que l'on épand sur elle et qu'en plus, elle est fortement contaminée aux OGM. Je vous recommande donc de diriger vos achats vers de nouvelles baies telles que le cassis, la mûre ou bien la cerise de terre. En fait, la cerise de terre est riche en vitamines A et C et présente en plus l'avantage d'être très peu acidifiante comparativement à la majorité des autres baies. Elle est délicieuse et renferme aussi du calcium. Maintenant, parlons un peu des canneberges. Ces fruits dont l'action antioxydante est très vantée sont aussi très acidifiants. Il faut donc être extrêmement vigilant et ne pas les surconsommer. Je vous recommande de faire preuve d'une grande modération ou de choisir d'autres baies pour éviter un excès d'acidité. Les raisins ont certainement leur place dans l'alimentation rajeunissante. Ce sont d'excellentes sources d'antioxydants, dont notamment les polyphénols. Par contre, ils possèdent une action acidifiante plus ou moins prononcée selon leur variété et leur contenu en sucre. Je vous recommande donc de privilégier les raisins foncés avec pépins. La poire est un fruit qui, en raison de sa faible acidité, peut être très utile dans l'alimentation rajeunissante. C'est une source d'iode. Elle est à consommer lorsqu'elle n'est pas trop mûre pour éviter un apport trop important de sucre à libération rapide. Le melon existe en plusieurs variétés. Que ce soit le cantaloupe, le melon miel ou même le melon d'eau, tous constituent une excellente source d'antioxydants et souvent même de vitamines A et C. Par contre, ils sont pour la plupart très sucrés et légèrement acidifiants. Ils sont certainement à éviter par les diabétiques et à utiliser avec modération par les gens en bonne santé. Évidemment, la pomme fait partie de l'alimentation rajeunissante. Bien qu'elle soit de plus en plus contaminée aux OGM, il n'en reste pas moins qu'elle tonifie le foie et qu'elle est un bon antioxydant. Il existe des variétés plus ou moins acidifiantes. Voici une courte liste des pommes qui peuvent s'intégrer à un menu faible en aliments acidifiants. La pomme jaune délicieuse, la pomme rouge délicieuse, la pomme Cortland, la pomme Fiji, la pomme Rossette. Consommez des pommes surtout en automne lorsqu'elles sont bien fraîches et croquantes.
Le citron a aussi sa place dans l'alimentation rajeunissante. Bien qu'il soit acidifiant, il est excellent pour tonifier le foie. Il gagne donc à remplacer le vinaigre dans toutes sortes de plats, comme les salades par exemple. L'ensemble de la grande famille des agrumes peut s'intégrer à l'alimentation rajeunissante. Par contre, ces aliments sont généralement acidifiants. Le pamplemousse rose, quant à lui, tonifie le foie. Ces aliments sont d'excellentes sources de vitamine C et d'antioxydants. Vu les nombreux cultivars d'agrumes OGM présents aux États-Unis, je privilégie toujours l'achat d'agrumes en provenance d'Afrique et d'autres régions du monde. Le prochain aliment est très connu de tous, c'est l'ananas. Je vous recommande d'acheter des ananas entiers et de les apprêter vous-même. Vous pouvez d'ailleurs consulter une vidéo bonus à cet effet sur mon site web. Même si cet aliment est acidifiant, il est aussi très purifiant. C'est une excellente source de vitamine C et surtout un fruit d'été. J'ai remarqué que les ananas de culture biologique sont souvent beaucoup moins acides. La poire asiatique est une nouvelle venue dans nos supermarchés nord-américains, mais tout de suite, j'ai appris à l'apprécier. Ses avantages sont nombreux. Elle est faible en sucre, peu acide et excellente pour réhydrater le corps tout en lui offrant une infusion de fraîcheur. J'ai remarqué qu'elle tonifiait légèrement le système digestif et le foie lorsqu'on la consomme à jeun. Le kiwi est l'un de mes favoris. D'abord, il est disponible à l'année et il peut se conserver longtemps tout en gardant ses propriétés rajeunissantes. C'est aussi une bonne source de vitamine C et de puissants antioxydants très rajeunissants. Par contre, comme la plupart des fruits, il est assez acidifiant. La papaye est un aliment qui gagne à être intégré à nos menus. D'abord, elle est très peu acide, voire même antiacide puisqu'elle contient une bonne quantité de calcium. De plus, elle n'est pas trop sucrée. C'est à la fois une source d'enzymes digestives et d'antioxydants, dont la vitamine C. La mangue, de son côté, est malheureusement de plus en plus contaminée par les OGM et, de ce fait, se trouve à être beaucoup plus acidifiante qu'elle ne le devrait. Par contre, c'est une excellente source de vitamine A. Si vous désirez la consommer avec modération, choisissez-la issue de pays où il y a peu de contamination aux OGM et optez pour des mangues bien mûres, de couleur jaunâtre ou rougeâtre. Pour terminer, nous avons l'avocat. Celui-ci est riche en fer, riche en vitamine E, riche en gras monoinsaturés. Par contre, il est parfois plus difficile à assimiler. Je vous recommande donc d'éviter ceux dont le goût vous semble trop prononcé. En résumé, consommez à chaque jour un aliment favorisant le travail du foie. Carottes, betteraves, céleri, radis, pommes, pamplemousse, feuilles de pissenlit et autres plantes de toutes sortes. Les meilleures sources de vitamine C naturelles: agrumes, pamplemousse, orange, lime, citron, clémentine, petits fruits, fraises, framboises rouges ou noires, cassis, cadelle, bleuets, canneberge, groseille, etc. Kiwi, ananas, grenade, brocoli, poivron, céleri, persil et bien d'autres. Consommez régulièrement un aliment de la famille des choux: brocoli, choux, chou-fleur, chou-rave, chou de Savoie, chou de Bruxelles ou cresson. Consommez régulièrement un aliment de la famille des alliums: ail, oignon, poireaux, oignons verts, échalotes et ciboulette. Je vous recommande d'enlever la pelure de tous les fruits et légumes que vous consommez car c'est la région qui renferme le plus de résidus de produits chimiques issus de l'agriculture moderne. Limitez les aliments les plus couramment contaminés aux OGM et privilégiez l'achat de produits provenant de pays qui utilisent peu les OGM: Chili, Pérou, Brésil, ainsi que ceux issus d'Europe, d'Asie et aussi d'Afrique. En résumé, disons simplement que les États-Unis sont encore de loin les plus imposants producteurs d'OGM. J'évite dans la mesure du possible d'acheter des produits importés des États-Unis pour diminuer les risques d'acheter des aliments contaminés aux OGM. Dans le cadre de l'alimentation rajeunissante, les viandes sont tolérées. J'ai ici exposé 3 viandes que j'ai utilisées au cours de ma purification: l'autruche, le poisson et la poitrine de dindon élevée à la maison de campagne de mes parents. Les viandes aident le corps à fabriquer ses propres antioxydants, dont le fameux L-glutathion. Dans l'alimentation rajeunissante, l'ail doit impérativement être ajouté à chacune de vos consommations de viande, car en fait, l'ail est riche en sélénium. Le sélénium combiné aux protéines de la viande aide le corps à fabriquer le L-glutathion, un élément indispensable pour rajeunir le corps.
Laissez-moi vous parler un peu de chaque type de viande que l'on peut consommer dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. D'abord, les viandes rouges qui sont acidifiantes. Riches en fer, elles préviennent l'anémie. Elles sont à utiliser principalement pour les gens des groupes O et B, en accord avec la théorie des groupes sanguins du docteur d'Adamo. Notez bien que le risque d'anémie chez la femme augmente avec les années, de par les cycles menstruels auxquels elle est soumise. La viande rouge lui est donc souvent plus indispensable qu'à l'homme, contrairement à la pensée populaire. Privilégiez la consommation des viandes rouges suivantes: l'autruche, les viandes sauvages et les viandes issues de petits élevages biologiques extérieurs. Parlons maintenant des viandes blanches, qui sont beaucoup plus valorisées dans l'alimentation rajeunissante. Celles-ci ont l'avantage d'être peu acidifiantes, voire pas du tout, selon les méthodes d'élevage utilisées pour leur production. Elles sont à utiliser, mais sans abus. Privilégiez les viandes suivantes: la poitrine de dindon, les viandes sauvages et les viandes issues de petits élevages biologiques extérieurs. Évidemment, vu sa richesse en oméga 3, le poisson est indispensable à l'alimentation rajeunissante. Je parle bien ici de poissons sauvages. Il vous appartient de vérifier avec votre poissonnier ou sur les emballages que vous achetez des poissons sauvages. Les poissons sont peu ou pas acidifiants selon le niveau de pollution qu'ils contiennent. Les poissons roses étant toujours plus acidifiants que les poissons à chair blanche. Malgré tous ces bienfaits, le poisson est à utiliser avec modération. Pour un adulte en santé qui choisit des poissons faibles en mercure et en divers polluants, sa consommation doit être au maximum de 2 à 3 repas par semaine. Pour être sûr de votre choix, je vous conseille de privilégier les espèces suivantes: sardines, turbots du Groenland, maquereaux, saumon et tout autre poisson sauvage de petite taille et riche en gras. En résumé, les viandes sont une source de protéines, les protéines étant des éléments indispensables pour régénérer le corps. On doit les retrouver en grande quantité dans nos menus. Ajoutez de l'ail à chacune de vos consommations de viande pour diminuer les effets négatifs de celle-ci et augmenter ses effets bénéfiques. Le poisson gras sauvage est souvent vendu en canne et non en comptoir, surtout en ce qui a trait au saumon. Consommez du poisson environ 2 fois par semaine, car malgré ses bénéfices pour la santé, il est de plus en plus pollué par les actions de l'homme. Les viandes rouges sont plus acidifiantes, mais celles de bonne qualité peuvent être intégrées à l'alimentation rajeunissante. À utiliser principalement par les personnes dont les groupes sanguins sont O et B, en accord avec la théorie des groupes sanguins du docteur d'Adamo. Les viandes blanches, telles que la poitrine de dindon, sont non seulement riches en protéines et très faibles en gras, mais en plus, elles n'ont pas d'action acidifiante prononcée. Remarquez que le porc, les œufs et les produits laitiers ne s'intègrent pas à l'alimentation rajeunissante. Pour rajeunir le corps, il est indispensable de savoir consommer les noix au summum de leur fraîcheur. Une noix oxydée et défraîchie possède une chair de couleur dorée, et cela est facilement identifiable comme vous pouvez le voir à l'écran. Les noix oxydées sont riches en gras rance, qui nuisent à notre foie. C'est pourquoi la pré-germination est une opération indispensable pour régénérer la fraîcheur des noix vendues en magasin. Par exemple, cette autre noix a été pré-germée durant 12 heures, et regardez la différence entre sa chair et celle de la noix non pré-germée. Celle-ci est beaucoup plus blanche, mais si vous regardez attentivement, vous pourrez voir qu'il reste une petite partie encore dorée qui représente une pré-germination incomplète.
Je vais maintenant vous montrer une noix qui a pré-germé durant un peu plus de 36 heures. Regardez bien la différence, elle est considérable. La chair est totalement redevenue d'un blanc uniforme et cette noix est donc prête à offrir le meilleur d'elle-même pour rajeunir le corps. La différence entre la chair dorée d'une noix défraîchie et la chair blanche claire d'une noix fraîche ou pré-germée est encore plus visible sous cet angle. Grâce à la pré-germination, fini les noix difficiles à digérer. Cette technique décuple le potentiel rajeunissant des noix tout en éliminant plusieurs toxines présentes dans ce type d'aliment. Remarquez que cette technique peut être réalisée sur la plupart des noix crues. Par exemple, ici, je l'ai réalisée sur des amandes. L'amande pré-germée est beaucoup plus appétissante et dodue. Regardez sa chair d'un blanc impeccable. L'arachide aussi se pré-germe et regardons le résultat. D'abord, prenons une arachide crue défraîchie et comparons-la avec une autre arachide ayant subi 12 heures de pré-germination. La différence est considérable, mais ce n'est rien. Ici, une arachide qui a trempé plus de 24 heures. Parce que celle de gauche a trempé plus longtemps, elle possède une chair beaucoup plus blanche et est d'apparence plus dodue. Fait troublant. Les aliments qui nous sont vendus en magasin manquent très souvent de fraîcheur et ont, la plupart du temps, acquis de fortes concentrations de toxines d'entreposage. L'apparition de telles toxines est liée à l'utilisation des emballages plastiques, des colles, des encres et des autres substances nocives présentes dans l'air des emballages, des entrepôts ou des épiceries. Observons par quel processus la pré-germination parvient à extraire une quantité très importante de ces toxines dont la disparition permet non seulement de faciliter la digestion, mais en plus de favoriser la purification du corps. Ici, vous pouvez voir l'eau de trempage des noix de la meilleure qualité que j'ai pu trouver sur le marché après seulement 12 heures. Les noix, comme les autres grains, sont souvent très contaminées par des toxines qu'elles ont absorbées au cours de leur entreposage prolongé. Une fois mis dans l'eau, les noix, qui sont en fait des semences d'arbres ou de plantes, absorbent cette eau et nettoient leur chair en se débarrassant des toxines accumulées. C'est pourquoi l'eau de trempage devient souvent très sale lorsque les noix sont très défraîchies et intoxiquées. Une fois la majorité des toxines d'une noix éliminées, vous serez surpris de constater à quel point leur digestion redevient facile. Remarquez que ce ne sont pas seulement les noix qui contiennent des toxines d'entreposage, mais bien tous les grains, que ce soit les légumineuses ou les céréales. La technique de la pré-germination est très simple. J'ai disposé ici, à gauche, en bas de l'écran, des noix rôties, au centre, des noix crues et en haut à droite, des noix pré-germées. La première étape de la pré-germination consiste à se procurer des grains et des noix crues de qualité, telles que celles visibles au centre de l'écran. Malheureusement, les noix rôties constituent la quasi-totalité des noix disponibles dans les épiceries conventionnelles. Elles sont facilement reconnaissables de par leur couleur dorée ou brunâtre, contrairement aux noix crues qui ont normalement une chair de couleur blanchâtre, à condition qu'elles soient assez fraîches. Une fois que vous possédez vos noix ou autres grains entiers crus, vous devez les disposer dans un bol en verre suffisamment grand que vous remplirez d'eau. Par la suite, placez votre bol au réfrigérateur. Procurez-vous une passoire en plastique qui ne rouillera pas afin de rincer vos grains en pré-germination un minimum de 2 fois par jour. Je vous recommande de le faire matin et soir car c'est une routine facile à adopter et qui laisse suffisamment de temps entre les rinçages. Remettez vos grains au réfrigérateur après chaque rinçage. Consommez vos grains en pré-germination en moyenne de 12 à 48 heures après le début du trempage. Important. Pour favoriser un rajeunissement maximal, les noix doivent être consommées uniquement lorsque leur chair est redevenue uniformément blanche. Selon la variété de noix et leur niveau de fraîcheur, les temps de pré-germination nécessaires varient énormément. La graine de tournesol, la graine de pin, l'arachide, la pacane et la noix de cajou fraîche nécessitent normalement un trempage de moins de 24 heures. La graine de sésame, la graine de lin, la noix de Grenoble, la noix de macadamia, l'amande et la pistache nécessitent normalement un trempage de 24 à 48 heures. La graine de chanvre devrait être pré-germée durant au moins 72 heures avant la consommation. Notez bien que la noisette, la noix du Brésil ainsi que l'ensemble des autres noix nommées précédemment ne pourront pas être régénérées par les techniques de pré-germination si elles sont trop défraîchies, si elles ont été grillées ou bien enduites d'huile. Important. Je recommande fortement de changer l'eau de trempage une vingtaine de minutes avant de consommer vos grains en pré-germination.
ceci afin d'en assurer la réoxygénation maximale. Le moment est venu de vous montrer un exemple de fabrication de germination effectuée à la maison. Pour effectuer n'importe quel type de germination, vous devez acheter des grains entiers non irradiés. Je vous recommande fortement ceux issus de cultures biologiques. Ensuite, vous disposerez ces grains, comme par exemple ici des lentilles, dans l'eau, dans le but de réaliser une pré-germination minimale de 12 heures. Une fois vos grains bien gonflés d'eau, égouttez-les, puis placez-les dans un bol en verre qui possède une grande surface. Assurez-vous de répartir uniformément vos grains afin de ne pas trop les empiler. Ensuite, appliquez une pellicule scellante afin de conserver l'humidité dans votre plat. Assurez-vous que l'un des coins de votre plat reste à découvert afin d'assurer une légère circulation d'air. Pour être certain que vos grains germent rapidement, vous devez les conserver à l'ombre à une température ambiante d'au moins 20 degrés, ce qui correspond normalement à la température d'une maison. N'oubliez pas de rincer vos grains en germination 2 fois par jour afin qu'ils demeurent humides. Par contre, il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans le plat de germination. Il est donc important de toujours bien égoutter. Après 48 heures, la plupart des types de grains auront commencé à germer. Encore une fois, je recommande de faire tremper les germinations dans l'eau fraîche au moins 1 ou 2 heures afin de les réoxygéner au maximum, tout en éliminant un type de toxine créé par l'eau stagnante qui enrobe les grains tout au long de leur germination. À retenir. Les germinations doivent être effectuées à partir de grains d'une grande fraîcheur pour éviter toute toxine d'entreposage. Intégrez graduellement les germinations à votre alimentation car ce sont des aliments très purifiants qui peuvent perturber un organisme malade. Vous devrez apprendre à bien écouter votre corps. Expérimentez les germinations suivantes: seigle, lentilles, pois verts et pois chiches, brocolis, luzerne, sarrasin, riz, haricots mongo et autres. Voyons maintenant comment effectuer des jeunes pousses en prenant comme point de départ du blé ayant été germé. Pour effectuer des jeunes pousses, vous devez avoir à votre disposition les éléments suivants: un ou plusieurs grains germés ou pré-germés, un plat en verre ou en terre cuite qui, idéalement, présentera des trous d'aération nécessaires pour les racines, et aussi de la terre de qualité. En premier lieu, disposez environ 1 pouce de terre de façon uniforme dans votre plat. Ensuite, disposez vos grains à germer sur la terre sans trop les empiler. Recouvrez de terre jusqu'à ce que les grains soient complètement ensevelis. Environ 1/2 pouce de terre suffit. Une fois le travail bien fait, disposez votre plat de jeunes pousses dans un endroit clair à une température d'environ 20 degrés Celsius. Il faudra attendre quelques jours avant que les pousses n'apparaissent. Ajoutez de l'eau seulement si la terre devient très sèche. Une petite quantité suffit. Dans le cas de l'herbe de blé dont la fibre est indigeste, vous pouvez profiter de ses bienfaits d'une manière toute simple. Il suffit de sectionner quelques brins que vous pourrez mâcher jusqu'à ce qu'ils soient vidés de leur jus. Par la suite, vous pouvez jeter la chique de fibres indigestes au compost. Utilisez avec grande modération les liquides très purifiants tels que l'herbe de blé ou de seigle. Je recommande de ne pas commencer notre purification par de tels moyens. À noter, plusieurs types de plantes peuvent être consommées sous forme de jeunes pousses, mais il convient de bien s'informer avant d'en expérimenter une en particulier, car certaines d'entre elles peuvent devenir toxiques sous cette forme. Au cours de ma purification, j'ai utilisé très peu de jeunes pousses vu le fait que mon organisme, très encrassé, réagissait parfois fortement à ce type de produit. Les jeunes pousses sont un univers que j'explorerai plus en profondeur dans le futur lorsqu'il sera plus facile d'obtenir des semences dont la fraîcheur sera garantie. Pour l'instant, voici quelques suggestions de jeunes pousses à effectuer. Brocoli, cresson, tournesol,
seigle et épeautre pour l'herbe, ail et oignons, carottes, betteraves, navets, salade et plus. Je vous recommande d'intégrer très graduellement la consommation de jeunes pousses car celles-ci possèdent de puissantes propriétés rajeunissantes qui peuvent perturber un organisme malade ou fortement encrassé. Je désire maintenant consacrer un peu de temps aux jus réalisés à l'extracteur. Je crois qu'ils sont un ajout intéressant à l'alimentation rajeunissante lorsqu'on ne les utilise pas abusivement. Ils nous permettent entre autres de consommer d'importantes quantités d'antioxydants sans surcharger notre système digestif de fibres ou de féculents. La plupart des fruits et légumes peuvent être consommés en jus, mais je vous recommande d'utiliser essentiellement cette technique avec les légumes car les fruits gagnent vraiment à être consommés entiers. Voici 2 exemples de jus thérapeutiques utiles pour rajeunir le corps. Notez bien que si vous ne possédez pas d'extracteur à jus, il y a probablement quelqu'un dans votre famille qui en possède un qu'il n'utilise plus. Vous pouvez même explorer les centres de dépannage qui en possèdent souvent de vieux modèles qui fonctionnent parfaitement. Comme vous le voyez, le premier jus que je vous présente est né de la combinaison pomme-carotte. Son goût est exquis et il constitue un puissant tonifiant du foie riche en antioxydants. À recommander pour vos enfants au goût difficile à satisfaire. Maintenant, examinons un autre jus composé de carottes, betteraves et concombres. Cette combinaison aide à fortifier le système en favorisant l'élimination des toxines. En effet, la betterave lave le sang, la carotte tonifie le foie et le concombre stimule les reins. Donc, cette combinaison permet de purifier notre organisme tout en le nourrissant. Il existe d'innombrables combinaisons de légumes possibles pour effectuer vos jus. Je crois que votre imagination pourra très bien faire l'affaire dans ce domaine. Pour appliquer l'alimentation rajeunissante, vous devrez sans le moindre doute apprendre un minimum à cuisiner vos aliments. C'est pourquoi je vous explique ici comment faire cuire vos légumineuses et vos céréales entières afin que ceux pour qui ces notions sont vagues puissent obtenir des éclaircissements. Donc, commençons par nos légumineuses. Par exemple, les pois chiches. Idéalement, avant de faire cuire n'importe quelle légumineuse, vous devez la faire tremper dans l'eau un minimum de 12 heures. Pour ce faire, il vous faudra un bol en verre de grande taille, car les légumineuses gonflent énormément lors du trempage. Prenez aussi le temps de bien rincer pour enlever toutes les poussières. Ensuite, placez-les au réfrigérateur toute la nuit ou l'équivalent d'environ 12 heures. Si vous ne pouvez les cuisiner dans les 24 heures suivant le premier trempage, rincez-les comme si elles étaient en pré-germination. L'idéal étant de les cuisiner dans un délai de 12 à 24 heures suivant leur mise à l'eau, ce qui permet d'obtenir un maximum de tendreté. Au moment de la cuisson, jetez l'eau dans laquelle elles trempaient et disposez-les dans un grand chaudron recouvert d'environ 3 fois leur volume en eau. Amenez vos légumineuses à ébullition et faites-les bouillir pendant 5 à 10 minutes. Vous verrez rapidement apparaître une mousse sur le dessus de votre eau. Cela correspond normalement aux toxines qui se dissolvent dans l'eau grâce à la cuisson. Une fois la cuisson bien entamée, changez l'eau de cuisson afin d'éliminer le maximum de toxines présentes dans vos grains. Soyez prudent par contre. Ne vous brûlez pas, c'est chaud. Rincez vos grains pour qu'il ne reste aucune mousse. Puis, rajoutez l'eau nécessaire pour poursuivre la cuisson et remettez sur le feu. Les légumineuses ont des temps de cuisson variables qui vont de 30 minutes à 2 heures. Il est très facile de voir lorsqu'elles sont prêtes à être consommées car elles deviennent très tendres. La plupart du temps, puisque vos grains auront été trempés avant d'être cuits, la cuisson n'excédera pas 1 heure et quart. Remarquez aussi que si vos légumineuses ont trempé trop longtemps en pré-germination, il se peut qu'elles soient plus dures, même après une longue cuisson. À noter, si vos légumineuses semblent difficiles à cuire et provoquent rapidement une perte d'appétit, une lourdeur digestive ou bien un picotement de la langue, cela est souvent signe d'un manque de fraîcheur. Dans ce cas, n'hésitez pas à expérimenter d'autres marques, ainsi que d'autres variétés jusqu'à l'obtention de la fraîcheur désirée. En ce qui concerne la cuisson des céréales entières, la démarche est similaire à celle utilisée pour les légumineuses. D'abord, rincez bien vos grains, puis faites-les tremper environ 12 heures au frigo. Ensuite, amenez à ébullition vos grains et jetez l'eau de cuisson après 5 minutes pour éliminer la majorité des toxines présentes dans les grains défraîchis. Pour terminer, remettez l'eau nécessaire et laissez cuire jusqu'à l'obtention d'une texture douce et crémeuse.
La majorité des céréales rajeunissantes sont cuites en moins de 30 minutes. La cuisson à l'eau est vraiment très utilisée dans le cadre de l'alimentation rajeunissante. Par exemple, ici, nous voyons des morceaux de poitrine de dindon cuits dans l'eau d'un chaudron. J'ai pris l'habitude d'utiliser ce mode de cuisson pour plusieurs raisons. D'abord, la cuisson à l'eau aide à éliminer une grande quantité des toxines présentes dans nos viandes d'élevage. En plus, c'est un mode de cuisson rapide qui n'engendre aucune création de radicaux libres, puisque la température de l'eau n'excède jamais 100 degrés Celsius. Ainsi, il n'y a aucune partie carbonisée sur nos aliments, et cela est très bénéfique pour la santé. La plupart des viandes peuvent se cuire dans l'eau directement, dans une casserole ou bien dans le four. Là, je sais ce que vous pensez. Cuire nos aliments dans l'eau, n'est-ce pas là perdre tous les minéraux qu'ils contiennent? À vrai dire, j'ai longuement expérimenté la cuisson à la vapeur et la cuisson à l'eau, et je dois dire que chaque technique possède ses avantages et ses inconvénients. Bouillir nos aliments permet d'éliminer davantage de toxines que ne peut le faire la cuisson à la vapeur. Par contre, la cuisson à l'eau fait perdre plus de minéraux. Toutefois, j'ai souvent remarqué que les aliments cuits à la vapeur peuvent contenir une toxine de type chaudron chauffé, ce qui n'arrive à peu près jamais avec les aliments bouillis. En effet, la température de l'eau ne peut dépasser 100 degrés. La casserole ne risque donc pas de surchauffer. En plus, lorsque l'on applique l'alimentation rajeunissante, les pertes en minéraux d'une cuisson à l'eau ne sont pas une inquiétude, car nous en disposons d'une grande quantité à travers la diversité de notre alimentation. D'abord, sachez que toute journée rajeunissante commence par l'absorption d'un verre d'eau, afin de réhydrater le corps qui, par la simple action de la respiration, a perdu beaucoup d'eau au cours de la nuit. Pour ma part, j'aime ajouter, surtout en été, un peu de jus de citron à mon eau pour augmenter son action thérapeutique. Puisque le citron est un tonifiant du foie et que nous sommes à jeun chaque matin, c'est un bon moment pour utiliser une boisson thérapeutique douce telle que l'eau citronnée. Je vous recommande de presser un citron frais plutôt que d'acheter des jus de citron déjà pressés. Le citron naturel est souvent moins acide que les jus de citron préparés auxquels on a ajouté de l'acide citrique pour augmenter leur capacité de conservation. Il est d'ailleurs peu dispendieux de se procurer quelques citrons et d'en extraire le jus désiré au besoin. Par contre, il ne faut pas abuser de jus de citron car c'est tout de même un aliment à l'action acidifiante prononcée. Je vous le recommande à l'occasion, sachant que quelques gouttes de jus suffisent normalement à obtenir l'action thérapeutique désirée. Donc, vous pouvez voir ici un premier exemple de déjeuner rajeunissant. D'abord mon verre d'eau, puis des fruits qu'il s'agit de consommer avant tout apport plus consistant. Comme premier exemple de déjeuner, observons les possibilités qui nous sont offertes par le pain de céréales germé. Cet aliment qui ne demande aucune préparation est très pratique pour élaborer rapidement un délicieux déjeuner. Vous n'avez qu'à le faire dégeler au réfrigérateur la veille ou bien le laisser dégeler en le disposant déballé sur le comptoir le matin même, pour ensuite vous en servir de petites tranches. Vous pouvez utiliser vos tranches de différentes façons. Ici, par exemple, j'ai un beurre d'arachide biologique fait d'arachide cru. On voit l'huile qui stagne sur le dessus, ce qui est tout à fait normal pour un beurre de noix qui ne contient pas de gras trans. C'est donc bon signe. Avant de le consommer, il suffit de mélanger les substances et, pour éviter d'avoir à le refaire à chaque fois, il faut conserver le pot au réfrigérateur. Vous pouvez donc étendre directement sur vos pains de céréales germés frais des beurres de noix crus de votre choix, arachides, amandes, macadamia, tahini ou autres. Pour les amateurs d'huile d'olive, il est aussi possible de faire tremper vos pains de céréales germés dans une huile de première pression fraîche. Ce goûter est exquis, surtout si vous laissez le pain bien absorber l'huile. Mais les pains de céréales germés peuvent tout aussi bien se consommer avec des noix crues entières ou, comme ici, des noix prégermées. Vous pouvez même aller jusqu'à étendre vos graines de chanvre directement sur vos pains, si cela vous en dit. Il est aussi possible de broyer des graines de lin pour les saupoudrer sur vos beurres de noix faibles en oméga 3. Pour terminer, ceux qui préfèrent consommer les noix et les pains de céréales germés séparément peuvent simplement disposer dans leur assiette la quantité de noix prégermées qu'ils désirent consommer et profiter du goût naturellement savoureux du pain de céréales germé. Voici un autre exemple de déjeuner rajeunissant facile à préparer. Vous voyez d'abord mon eau ainsi que des fruits frais que je consommerai avant mon plat principal.
Celui-ci est constitué de seigle et de quelques raisins secs, mais notez que j'ajouterai à cette base de déjeuner des noix prégermées riches en protéines telles que l'arachide, la noix de cajou, la noix de Grenoble et la graine de chanvre. Remarquez la combinaison d'antioxydants qui se crée entre les noix riches en vitamine E et les fruits riches en vitamine C. Ce type de combinaison est excellente pour rajeunir le corps. J'ai aussi de la cannelle que je pourrais ajouter à mon plat pour lui donner un peu plus de saveur. Ce déjeuner est typiquement riche en vitamine E et demande très peu de temps de préparation. Passons maintenant au type de déjeuner le plus rajeunissant que l'on puisse construire. Encore une fois, on commence par de l'eau de qualité et des fruits frais en entrée. Remarquez le choix de raisins noirs riches en polyphénol et aussi de différents fruits riches en vitamine C, tels que les fraises, les canneberges et la cerise de terre, qui nous offrent également de la vitamine A. Par la suite, en combinant des germinations de céréales et des noix prégermées, nous optimisons le potentiel antioxydant et nutritif du déjeuner. Pour ma part, j'aime consommer le mélange sarrasin et riz brun germé. Je trouve que le goût de ces deux céréales sous leur forme germée est exquis et le sarrasin aide à compenser la faiblesse en protéines du riz. Pour compléter le repas, j'ai utilisé encore une fois différentes noix riches en protéines telles que l'arachide, la noix de Grenoble et la graine de chanvre. Comme dernier exemple de déjeuner, j'ai fait cuire un grain de céréales entière, ici du quinoa, mais il aurait bien pu être remplacé par du millet, du sarrasin, du riz ou du teff. Pour donner du goût à vos céréales entières sous forme nature, vous pouvez ajouter à celles-ci des graines de lin broyées ou bien de l'huile d'olive. Vous pouvez même aller jusqu'à mélanger vos noix prégermées avec vos céréales entières, une fois le tout bien refroidi. Si vous avez de la difficulté à consommer vos grains de céréales sans sucre, vous pouvez ajouter un peu de fruits séchés au cours de leur cuisson. Cela leur apportera un petit goût sucré. Par contre, notez bien que la combinaison sucre plus céréales entières est à éviter dans l'alimentation rajeunissante. Passons maintenant au dîner rajeunissant. Le premier exemple que je vous présente est la combinaison d'une céréale entière et d'une légumineuse cuite, en l'occurrence le millet et le pois vert. Différentes combinaisons sont intéressantes afin d'obtenir des protéines de qualité, comme par exemple riz avec lentilles ou bien seigle et humus. Pour ajouter du goût et de la texture à ce type de plat, il est même possible d'ajouter de l'ail ou de l'huile d'olive lorsque nos légumineuses ont un peu refroidi. Remarquez que vous pouvez aussi ajouter des légumes peu caloriques pour assaisonner vos plats de légumineuses. Comme par exemple ici, j'ai ajouté de l'oignon vert, de l'oignon rouge et quelques brins de fines herbes. Un autre exemple de dîner ou de collation nutritive totalement rajeunissante est la combinaison du pain de céréales germé avec différentes légumineuses. Ici, j'ai choisi d'étendre simplement de l'humus sur mon pain. L'humus étant composé en grande partie de pois chiches et de beurre de sésame, il est donc très riche en protéines et en calcium, ce qui en fait un outil pratique pour fabriquer un substitut rapide de repas. Pour voir comment fabriquer l'humus, visionnez les vidéos prévues en complément de ce DVD disponible à partir de mon site web. De nombreuses possibilités s'offrent à nous pour construire différents dîners rajeunissants. Avec quelques ingrédients simples tels que l'oignon vert, l'ail, les fines herbes et l'huile d'olive, nous pouvons confectionner un assaisonnement pour accompagner des céréales entières cuites associées à des légumineuses cuites ou germées, comme c'est le cas ici. Pour ce faire, faites refroidir une céréale entière cuite telle que le millet, le quinoa ou le sarrasin. Par la suite, ajoutez la quantité de légumineuses germées ou cuites désirée. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter des légumes peu caloriques pour accompagner les céréales entières et les légumineuses, comme par exemple ici du céleri, de l'oignon vert et de l'ail. Personnellement, je préfère couper mon ail directement dans l'huile d'olive afin que son goût se diffuse uniformément. Par la suite, il suffit de verser ce petit mélange sur votre salade de céréales entières et vous obtenez un repas complet, rajeunissant et exquis. Pour terminer, voici l'exemple du dîner le plus rajeunissant que l'on puisse consommer. Remarquez que les assaisonnements utilisés sont similaires, mais cette fois-ci, ils accompagnent seulement des aliments germés. Personnellement, j'aime consommer des lentilles sous leur forme germée lorsque je peux me les procurer bien fraîches. Celles-ci sont croquantes et possèdent un goût très agréable. Vous pouvez les combiner à différentes céréales germées telles que le sarrasin, le riz ou bien le seigle. Remarquez qu'il est possible de débuter votre dîner par de faibles portions d'aliments germés
pour par la suite combler le plus gros de votre appétit par des aliments cuits. N'y a-t-il rien de plus merveilleux qu'une belle salade fraîche et croquante? Dans l'alimentation rajeunissante, nos soupers peuvent prendre la forme d'une salade accompagnée de viande ou de poisson. Les salades sont à consommer en grande quantité, surtout durant l'été, lorsque l'on est certain de pouvoir se procurer des légumes frais qui ont poussé à l'extérieur et non en serre. Les salades sont très faciles à réaliser. Il suffit de se procurer différents légumes tels que la tomate, l'oignon, l'avocat, le radis, la courgette, aussi appelée zucchini, les oignons verts et bien d'autres. Par la suite, il s'agit de couper les quantités désirées de chaque légume dans un grand bol. Lorsque vous aurez préparé les légumes qui sont à votre disposition, vous pouvez ajouter une viande, comme par exemple ici des sardines. J'ai choisi des sardines afin de fournir des protéines à ce repas qui, sans la viande, correspondrait plutôt à une collation. Pour terminer, assaisonnez le tout avec un mélange d'huile d'olive, de jus de citron et de fines herbes, assaisonnement qui remplace aisément le vinaigrette traditionnel. En suivant cette méthode, vous obtiendrez une salade exquise et totalement rajeunissante. Lorsque l'on utilise le terme salade, les gens pensent automatiquement à de la laitue ou bien à des salades romaines. Mais en fait, nous pouvons élaborer des salades en utilisant uniquement des légumes frais du jardin. Cela est fortement recommandé en été et en automne car ces légumes abondent et sont remplis de fraîcheur et d'antioxydants. Pour ce faire, vous n'avez qu'à acheter différents légumes frais du jardin. Ensuite, coupez-les en petits morceaux dans un grand bol. Les proportions de chaque légume ne sont pas vraiment importantes. Ce qui compte le plus, c'est la qualité et la fraîcheur des légumes utilisés. Il est également important d'éviter la surconsommation de légumes très acides. Vous pouvez alors y aller selon vos goûts. Personnellement, j'aime bien la tomate, donc j'en ajoute un peu plus. Différents légumes peuvent être utilisés. Vous voyez à l'écran le radis, le concombre, le céleri, l'oignon vert, l'oignon rouge, le piment, l'aubergine et l'avocat. Mais tout bon légume du jardin mériterait sa place dans cette salade. Ensuite, une fois vos légumes coupés en petits morceaux, vous pouvez ajouter d'importantes quantités de fines herbes fraîches, comme par exemple ici le persil. Le basilic aussi est à recommander. L'ajout de fines herbes ajoutera de la couleur verte dans votre salade. Pour terminer, ajoutez une viande ou du poisson. J'ai choisi le saumon. Pour ceux qui désirent plus d'assaisonnement, n'oubliez pas le mélange d'huile de première pression, d'ail, de jus de citron et de fines herbes qui constitue notre petite vinaigrette rajeunissante. Regardez comme c'est appétissant. Manger rajeunissant peut être si agréable. Cette salade en est le parfait exemple. Dans l'alimentation rajeunissante, les soupers peuvent prendre une forme plus traditionnelle en combinant des viandes de qualité avec des légumes crus en entrée et cuits par la suite. J'ai exposé ici 2 exemples de repas. Vous voyez d'abord une salade de légumes crus faite à partir de carottes râpées. Vous constatez aussi la présence d'amidons tels que le chou, le navet, le panais et une carotte foncée. Remarquez bien la gousse d'ail présente sur ma poitrine de dindon. N'oubliez pas que dans l'alimentation rajeunissante, il ne faut pas oublier l'ail lorsque l'on consomme des viandes. Je tiens à insister sur l'importance de consommer les aliments crus au début du repas afin que ces aliments soient rapidement assimilés. Donc, il s'agit dans ce cas de consommer d'abord la salade de carottes. Ensuite, je vous recommande de manger votre viande. Les viandes et les protéines se digèrent mieux si elles sont consommées avant les amidons. Ainsi donc, les légumes cuits seraient à consommer à la fin du repas. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai disposé de la viande d'autruche avec de l'ail, mais je commencerai mon repas par ma salade de légumes crus. Ensuite, je continuerai par la viande et l'ail, puis je terminerai en mangeant les légumes cuits qui sont plus caloriques. Remarquez aussi la présence dans chacun de mes repas d'un aliment de la famille des choux, comme ici par exemple, où nous avons le chou vert, et comme dans mon autre repas où j'ai prévu le brocoli et le chou-fleur. Si ce type de repas ne compte pas entièrement votre appétit, il est possible d'y ajouter plus d'amidons tels que les pommes de terre et davantage de carottes et d'aliments de la famille des choux. L'important est de consommer ces amidons après notre consommation de viande et de faire preuve de modération. Pour terminer, remarquez qu'il faut éviter de consommer les produits à base de blé avec les viandes, car cela constitue une très mauvaise combinaison alimentaire.
En résumé, l'alimentation rajeunissante utilise des combinaisons d'aliments végétaux dans l'élaboration des 2 premiers repas de la journée. Le déjeuner rajeunissant se constitue de céréales entières plus noix prégermées. Le dîner rajeunissant, tant qu'à lui, se constitue de céréales entières plus légumineuses. Cela permet d'obtenir de nombreux antioxydants, vitamines et minéraux présents dans les aliments végétaux sans que soit compromise la teneur en protéines de nos menus. De plus, tous ces bienfaits s'inscrivent dans une optique d'accroissement de la diversité alimentaire. Contrairement au végétarisme, l'alimentation rajeunissante laisse une place aux consommations modérées de viande et de poissons de qualité, élément indispensable pour fortifier un organisme affaibli. Par ailleurs, pour diminuer l'effet encrassant de la viande, l'alimentation rajeunissante préconise d'accompagner celle-ci de légumes purifiants et d'ail. Le souper rajeunissant prend donc la forme viande ou poisson sauvage, plus légumes ou salade. Avec ce modèle, les 5 familles d'aliments rajeunissants peuvent être facilement consommées sur une base quotidienne afin de puiser le maximum de vie à travers nos menus. C'est de cette manière et par l'adoption d'une grande discipline alimentaire durant quelques années que j'ai pu parvenir à guérir mon corps de ce qui était soi-disant incurable. Donc c'est ce qui complète ce DVD sur l'alimentation rajeunissante qui m'a sauvé la vie. Comme vous voyez, l'alimentation rajeunissante est un modèle alimentaire concret qu'il est possible d'obtenir grâce aux aliments qu'on peut se procurer partout de nos jours. Pour ceux qui désirent un peu plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web au revorealm.com. J'afficherai des vidéos complémentaires qui viendront compléter certains aspects. Peut-être que j'ai passé un petit peu trop vite dans cette DVD selon les questions que je recevrai sur mon site web. Donc, c'est à visiter régulièrement. J'ajouterai des informations et des vidéos. Pour ceux qui désirent vraiment une source d'information un peu plus complète, il faudrait aller vers le guide alimentaire rajeunissant, donc mon livre que j'ai écrit, qui fut en fin de compte la base de ce DVD, mais qui va beaucoup plus en détail dans le domaine des notions d'acidification, des meilleures sources de calcium, des vertus thérapeutiques des aliments et tout ce qui a trait au détail de l'alimentation rajeunissante. Donc, je vous remercie d'avoir consulté ce DVD et puisse vos lendemains être synonymes d'un bien-être grandissant.